J'ai beaucoup hésité avant de traiter cette thématique assez sensible. Très souvent, lorsqu'on finit avec la charpente, il y a une étape qui crée souvent assez de problèmes entre maître d'ouvrage et charpentier. Lorsque votre projet est fini, l'étape de charpente est très souvent stressante. Si vous prenez 4 prestataires différents, vous leur demandez de vous proposer un devis pour votre charpente, il est très évident que vous ayez 4 devis avec des marges d'au moins 1 million. Parce que chaque charpentier sait comment il s'y prend pour pouvoir gérer sa main-d'œuvre et même les bénéfices dans les achats de matériaux. Ça fait qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des personnes qui ont tollé une maison à 2 fois le prix. Il y a des personnes qui ont tollé une maison à 3 fois le prix. Parallèlement, il y a des charpentiers qui se sont retrouvés en prison parce que, ayant voulu se livrer à de fausses pratiques. Parfois, vous pouvez tomber sur un jongleur, il dit ce sont les choses de la terre, il laisse tomber. Mais parfois, vous pouvez tomber sur des personnes qui veulent que vous serviez d'exemple à d'autres personnes. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais aborder de manière générale comment est-ce qu'il est préférable de se prendre quand on engage la phase toiture, que ce soit pour les charpentiers, que ce soit pour les maîtres d'ouvrage. Vous devez déjà savoir que la charpente, c'est une étape très délicate sur un projet de construction parce qu'elle vise à combattre l'eau. Et quand on parle de l'eau, nous connaissons tous les dégâts que cela peut créer. Dans une récente vidéo, j'ai expliqué de manière technique tous les éléments qui peuvent entrer dans le cahier de charge d'un charpentier. Il est toujours question de faire que ce dernier soit suivi par quelqu'un qui suit le projet. Ça veut dire à quelle hauteur on a fixé la pente, quelle sera l'essence du bois, comment est-ce qu'on va traiter le bois, quels seront les espacements des fermes et bien d'autres éléments techniques. Lorsqu'on a donc fini avec la charpente, qu'est-ce qu'on fait? Et je conseille déjà qu'au niveau du devis, si le charpentier vous demande par exemple de prendre 200 bastins, parce que rarement on va se fier au devis qui a été proposé par le cahier de charge de l'ingénieur. On sait comment les projets se passent dans notre écosystème. Dès qu'on finit, le client appelle son charpentier, il vient, il propose son devis. Le charpentier ne va pas travailler avec le devis que l'ingénieur a proposé. Ça se fait très rarement, à moins que, même quand c'est avec une entreprise. Si le charpentier demande donc 200 bastins, livrez 70% du matériel. Ça veut dire qu'aller sur les 200 bastins, vous livrez 130. Si le charpentier demande 200 pannes, allez sur les 200 pannes, livrez, ce sera les chevrons. Voici ce que j'entends par panne. Voici ce que j'entends par bastin pour nos petits frères étudiants. Si le charpentier demande 200 pannes, livrez par exemple 150. Dans ce cas, vous allez un peu perdre sur le transport, mais c'est moins grave parce que le transport peut être à 15-20 000, mais ça ne sert à rien qu'au finish, le bois reste au chantier. On ne va pas trahir le secret selon lequel, si c'est lui qui va gérer, il sait comment il va faire, on va livrer un peu moins et tout le reste. On n'entre pas dans ces détails. Mais je fais cette précision parce que parfois, le charpentier se retrouve en train d'être humilié devant son client. Maintenant, quand on a livré 70% des matériaux, on essaye de suivre l'évolution du travail. Je n'ai aucun problème à ce que le charpentier aille sélectionner le meilleur bois. Et cette prestation est payante. Donc, si votre charpentier vous dit, donnez-moi 25 000 pour que je prenne une journée pour sélectionner le bon bois et vous donne les quantités exactes, c'est parfait. Ne tergiversez pas sur 25 000. Quand il se rend compte que vous discutez beaucoup, il peut donc se retrouver en train de dire, donnez-moi 200 lattes, il sait qu'il va utiliser 130, il sait qu'il va utiliser 180. Les 20 lattes, c'est pour lui, il sait comment ça va se passer. Donc, soit on passe sur la base de l'honnêteté, on paye sa journée, il fait ce qu'il a à faire, on livre le matériel, soit on passe sur d'autres bases et là, chacun se retrouve en train d'être perdant. Quand on a livré 70% du matériel, le charpentier vient travailler, on suit l'évolution. Il peut arriver que ça suffise, il peut arriver qu'après, on complète les 30% restants. Quand on a donc fini avec la charpente, il est donc question de gérer les tôles. Très souvent, le charpentier va faire pareil avec les tôles parce que d'aucuns se mettent dans deux configurations. Soit la main-d'œuvre est petite et modeste, sachant qu'au niveau des tôles, il pourra avoir la charpe, soit il met une bonne main-d'œuvre, mais au niveau des tôles, il vous met les quantités réelles. Ce qu'il faut aussi faire à ce niveau, c'est qu'il faut
livrer 70%. À défaut, il faut faire venir un maîtreur. Le charpentier finit, vous avez son bon de commande, vous faites venir un maîtreur. Il peut vous demander 25 000 pour sa prestation. Ne regardez pas 25 000, regardez qu'est-ce que cela va vous apporter comme avantage. Il prend 25 000, il prend toutes les dimensions. J'avoue qu'il y a des toitures assez complexes qui vont menacer, mais quelqu'un qui s'y connaît sait comment il va gérer. Il va donc vous dire, vous aurez besoin de tel nombre de tôles de telle distance, vous aurez besoin de tel nombre de tôles de telle distance, vous aurez besoin de tel nombre de tôles de telle distance. Ça fait que vous allez vous fier à ces données et dire au charpentier que d'accord, j'ai compris, on va livrer les tôles. Le charpentier sera surpris qu'on livre les tôles et que ça suffise net. Là maintenant, il faut seulement que le charpentier soit de bonne foi. Parce qu'on a vu des personnes, quand on vient leur livrer les tôles sur le chantier, ça commence maintenant à... Ils commencent à tenter de saboter le travail. Quand il finit dans la toiture, se retrouve en train de couler. Donc, il faut prendre les techniciens avec beaucoup de pincettes pour pouvoir éviter de se retrouver dans certains cas de figure. D'ici à ce qu'on tôle ce bâtiment, on aura certainement à faire une autre vidéo allant dans le sens de l'achat des tôles, parce qu'il faudrait que sur le plan technique, on aborde cette notion. Est-ce que je prends des tôles prélaquées? Est-ce que je prends des tôles 100% alu? Comment reconnaître une tôle alu zinc d'une tôle alu 100% et bien d'autres petits détails dans ce sens. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour ne rien manquer de la suite de nos prochaines publications. Merci et surtout, à très bientôt.